Épisode 24. Last Action Hero. Assis dans la salle de classe du centre pénitentiaire de Segdin, nous attendions le feu vert pour gagner la cellule où nous tournerions aujourd'hui. Nous n'avions le droit qu'à des plages très restreintes pour filmer en prison, et nous devions également nous plier aux règles parfois arbitraires de l'administration pénitentiaire. Donc nous attendions, patiemment, depuis une quarantaine de minutes. Je soupirais en contemplant le plafond, un peu lasse. Ces 2 dernières semaines avaient été éprouvantes. Dorian était ingérable, et lorsque Monsieur daignait nous honorer de sa présence, il passait son temps à s'embrouiller avec tout le monde. Techniciens, acteurs, maquilleuses, personne n'avait été épargné par ses piques et ses sarcasmes, ce qui entraînait une ambiance exécrable sur le plateau. À côté de cela, le tournage ressemblait à un bricolage, s'étalant sur des journées de 10-12 heures que je trouvais peu productives comparées aux journées de tournage d'Aichi. Insultes, violences psychologiques, physiques ou verbales, chaque scène était une épreuve. Et cerise sur le gâteau, j'étais toujours dirigée à la baguette quand tous les autres acteurs, petits second rôles insignifiants inclus, avaient le droit d'apporter leur touche personnelle à leur personnage. Je n'avais plus pris la moindre initiative depuis le premier jour, me résignant à être la marionnette de la réalisatrice. Inutile de préciser qu'à mesure que le tournage durait, mes doutes sur mes choix professionnels se muaient en certitude, et que je commençais à croire que le métier d'acteur n'était pas fait pour moi. La perspective de m'être trompée me rendait morose, et je ne pouvais même pas compter sur mon plus précieux soutien moral, Wen étant overbooké, busy, full-time job. En effet, pour pouvoir profiter d'un week-end à Londres avec moi, il devait impérativement avoir terminé tout ce qu'il avait d'urgent, donc 99,9% des tâches qui lui incombaient. Je devais donc me contenter d'un coup de fil de 10 minutes le soir, vers minuit, quand il rentrait dormir, et d'un petit message choupinet tôt le matin. Le reste du temps, je n'avais plus d'amoureux. Sawyer entra dans la salle de classe habillé d'un pantalon pattes d'éléphant en velours beige et d'une chemise noire à motifs floraux dorés. « Ah, Daphné, parfait. On commence d'ici 15-20 minutes. » Je donnais du menton sans enthousiasme, jouant machinalement avec la fermeture éclair de mon survêtement bleu marine, costume habituel de Léa. La costumière en chef était d'ailleurs vraiment vieux jeu. Jeune de banlieue égale jogging. « Ok, » soupirai-je. Je n'avais qu'une envie à ce moment-là, rentrer à Paris et oublier physiquement mes soucis avec Wen. Sawyer ne me quittait pas des yeux, le sourcil froncé. « Eh, qu'est-ce qui se passe, princesse? T'as pas l'air très en forme. »« Tout va bien, t'en fais pas, je suis juste un peu fatiguée. » Soufflai-je sans faire aucun effort pour cacher mon mal-être. Des efforts, j'en faisais depuis 2 semaines, et j'arrivais au bout de mon stock de fausses joies de vivre. Sawyer s'approcha. « Qu'est-ce qui t'arrive? Raconte tout à tonton Sawyer. » Le ton me fit rire. Je n'avais absolument pas besoin qu'on m'infantilise plus qu'on ne le faisait déjà. « Non, c'est rien, vraiment. » Il resta un instant debout devant moi, à m'observer. « C'est personnel, je veux dire sentimental ?» s'enquit-il, prudent. Je secouai la tête. « De ce côté-là, t'en fais pas, tout va bien. Enfin, quand il est présent, tout va bien. » Sawyer se plaqua une main sur la poitrine. « Ouh, me voilà soulagé. Les problèmes de cœur, c'est pas du tout mon domaine. Du coup, c'est quoi le souci? C'est familial? » Dans la mesure où ça va faire 1 mois que mon père n'a pas cherché à prendre de mes nouvelles, je suis pas certaine de pouvoir encore dire que j'ai une famille, répondis-je amère. Il chipa. Princesse, les papas et les mamans, ça s'appelle. L'amour, c'est pas à sens unique, et si t'en as besoin, faut pas hésiter à aller vers eux. Je suis persuadée qu'ils n'attendent que ça en plus. Je haussai les épaules. J'en sais rien. Mon nouveau petit frère accapare tout son temps. Appelle. Un jour, ils seront plus là, et tu regretteras. Parce que, crois-moi, ils partent toujours trop tôt. Fais-moi confiance, tu t'en voudras de ne pas les avoir appelés quand tu en avais encore la possibilité. C'était rare de voir Sawyer aussi grave. Je l'appellerai, promis-je, un peu agacé par ce rappel à l'ordre. Mais ce n'est de toute façon pas ce qui me tracasse. Alors, le problème, c'est le job, hein? C'était à peine une question, et en même temps, ce n'était pas difficile à deviner. Il ne restait plus que cette option. Je ne répondis pas, me contentant de me mordre la lèvre. Sawyer vint s'asseoir près de moi. « C'est quoi le souci ?» insista-t-il. Je gardai le silence.
Pleurer auprès du premier assistant réalisateur, ce n'était clairement pas un signe de professionnalisme, et j'étais déjà au fond du trou, pas la peine de commencer à creuser. « C'est Cardo qui te sape le moral, c'est ça ?» supposa-t-il. « C'est un trou du cul, mais des merdes comme lui, t'en croiseras des tas. Autant t'habituer au plus vite. Et puis, ce genre de type, on sait comment ça termine. Il va faire 2-3 films où son cachet sera grossi parce que papa veut lui faire un cadeau, une façon de flatter son ego fragile. Pourtant, il continuera à picoler et à se défoncer, parce que non, ni le fric ni la célébrité ne remplacent l'absence d'un père quand on était gosse. Il va se faire doucement blacklister des plateaux parce que le mec est ingérable en plus d'être persuadé, grâce au cachet de papa, qu'il a beaucoup de talent et qu'il vaut beaucoup d'argent. Au mieux, il finira rentier quand papa aura passé l'arme à gauche, et au pire, on le retrouvera mort, victime de ses excès dans une chambre d'hôtel ou dans une bagnole éclatée contre un pylône. Je ne pus retenir un ricanement. Eh ben, un avenir radieux. On a ce qu'on mérite, princesse. Ça s'appelle le karma. Donc voilà, c'est juste un pauvre type qui terminera comme un pauvre type. Te complique pas la vie pour un personnage aussi insignifiant. Tu vaux tellement mieux que lui. Je secouai la tête. Ça n'a rien à voir avec Cardo. C'est moi. Il fit un bond de 15 centimètres sur sa chaise. Toi ? Mais quoi, toi ? Toi, t'es au top ? Au top ? M'étranglai-je. Tu parles ? Je t'assure que tout le monde te trouve parfaite sur ce plateau. Je levai les yeux au ciel. Arrête, t'as bien vu comment Anne me dirige ? J'ai l'impression d'être une gamine à l'école maternelle. Alors, tu vois, Daphné, le cucube, tu le mets dans le trou-trou en forme de carré. Oui, c'est bien, bravo ! Je fis mine de m'applaudir. Sawyer haussa les épaules. Elle est un peu directive avec toi, oui, mais ça se comprend. La qualité de l'interprétation de ton personnage est décisive pour le rendu final du film et le ressenti du spectateur. Elle cherche juste à obtenir la meilleure Léa possible. Je t'assure que ça n'a rien d'anormal et qu'il faut pas prendre ça comme une insulte à ton jeu d'actrice, mais comme la rigueur de travail d'un réalisateur. Comment veux-tu que je le prenne autrement quand à côté de moi, Yousra et Dorian ont carte blanche pour interpréter leur rôle ? Mais enfin, Daphné, leurs rôles n'ont ni l'importance ni la profondeur psychologique du tien. Bien sûr que si, nos 3 personnages ont la même importance, mais il n'y a que moi qu'on dirige aussi violemment. Et ça ne me plaît pas. Je me sens isolée, en décalage. Je vois plus l'intérêt de ce que je fais, et j'ai vraiment l'impression d'être un argument marketing. Dorian Cardo m'avait très aimablement fait remarquer qu'on ne m'avait pas engagé pour mon talent, mais pour attirer du public en salle. Les fans hardcore d'Eishi ne manqueraient en effet jamais de soutenir les acteurs de leur saga adorée, et mon nom sur l'affiche garantissait une certaine visibilité, et donc une certaine rentabilité au sacrifice des supplices. « Arrête, t'as pas été choisi pour ça. Je le sais, j'étais aux premières loges. Anne voulait une fille jeune, charismatique, capable de tout exprimer dans un regard, une nana qui crevait l'écran. Et je t'assure que j'ai eu qu'à lui montrer 2 séquences d'Eishi pour la convaincre. » Je ne répondis pas, le regard rivé droit devant moi. Objectivement, difficile de ne pas croire Dorian Cardo quand hier encore Anne avait passé 15 minutes à m'expliquer comment tenir mon verre lors d'une simple scène de repas. Sawyer soupira. « Daphné, il faut que tu comprennes que le cinéma, c'est une mosaïque. » Je fronçai les sourcils. « Une mosaïque ? » ?»« Oui, absolument. Tu connais David Fincher ? » Je ris doucement. « Quand même !» Impossible d'ignorer un réalisateur aussi important et talentueux. « Eh bien, tu vois, » enchaîna Sawyer, « Fincher dit que, pour lui, réaliser un film, c'est comme peindre un tableau à 200 mètres de la toile avec un talkie-walkie et 80 personnes qui tiennent des pinceaux. Et lui qui dirige. On a besoin d'un peu de bleu là-bas. Non, 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 bleu foncé, bleu foncé !» J'étais une porteuse de pinceaux ? D'accord, répondis-je perplexe. Sawyer se leva. « Viens avec moi. » Je l'observai ranger sa chaise, intrigué. « On va où ?» Nous n'avions pas le droit de nous déplacer librement dans la prison. Je me demandais donc bien ce qu'il avait en tête. « Viens, tu vas voir. Je vais même dire mieux. Tu vas comprendre. » Je suivis Sawyer vers l'intérieur du centre pénitentiaire. En un sourire qui fit rougir une des matonnes, il nous fit entrer dans le bâtiment principal pour atteindre la cellule où s'affairait beaucoup trop de monde pour une pièce de 10 mètres carrés. Sawyer s'arrêta devant la porte de la cellule. Je l'imitai. « Alors, » commença-t-il en m'attrapant par les épaules. « Ici, on a Anne. Tu sais ce qu'elle fait ?» Je levai un sourcil, blasé par l'exercice. Il pensait vraiment me remonter le moral en me posant des questions aussi basiques.
Réalisatrice. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ah, eh bien, qu'elle dirige? Ouh, c'est beaucoup plus que ça. Déjà, son rôle débute en pré-production et ne s'arrête qu'en post-production, une fois le montage final validé par ses soins. Bien sûr, il y a quelques nuances en fonction des producteurs, mais Anne est très impliquée. Elle a participé aux recherches des lieux de tournage, a échangé avec le scénariste pour tout comprendre. Elle a passé 6 mois à négocier avec le producteur délégué et le directeur de production pour faire le film qu'elle avait envie de faire, tout en respectant les exigences de ces derniers. Je vois, elle s'est beaucoup investie en effet, reconnus-je avec une pointe d'admiration. Attends, j'ai pas fini. Tu connais les 2 meilleurs amis du réalisateur sur un tournage? Je cherchais des yeux le petit barbu qui s'occupait souvent de la caméra. Le chef-op, Jacques, m'aida Sawyer en me désignant le bonhomme en question. Et moi, bien sûr, premier assistant réalisateur, qui doit encadrer et gérer les équipes avec Radia, la régisseuse. Notre objectif à Radia et moi, c'est de soulager un maximum Anne des considérations secondaires, logistique, management, matériel, afin qu'elle puisse se concentrer uniquement sur la dimension artistique. C'est grâce à Radia que tu peux manger le midi, venir le matin en voiture ou avoir une bouteille de flotte quand t'as soif. Régisseur, c'est très mal payé pour l'immensité de la tâche. Et je te parle en connaissance de cause, hein. J'ai longtemps fait ce boulot. Mais sans toi, le plateau tourne pas. Imagine si Radia oublie un seul truc, qu'il s'agisse de réserver une bagnole ou de commander un panier repas, le tournage est bloqué. Radia nous sourit en passant devant nous. Je répondis timidement. J'avais beaucoup lu sur le cinéma et je connaissais les titres et les fonctions de tout le personnel présent sur un tournage. Mais pour être honnête, je ne les avais jamais vus en vrai. Les plateaux de Bray étaient énormes, il y avait trop de monde et impossible d'analyser qui faisait quoi. Jacques, le chef opérateur, poursuivit Sawyer, c'est le big boss de l'image et il travaille en très étroite collaboration avec Anne qui lui réclame ce qu'elle veut en termes de qualité de plan. C'est lui qui donne tous les réglages. Il est épaulé par 2 personnes, le chef électro et l'assistant opérateur. Il me montra un jeune homme blond d'une 20aine d'années en train de tripatouiller des spots et un second, brun avec un petit bouc, qui manipulait avec prudence la caméra posée sur un trépied. Le chef électro, c'est la lumière. Il est en charge des reflots, des drapeaux, il installe tout le matos. L'assistant opérateur, lui, va se charger de régler la caméra conformément aux ordres de Jacques. Et là, crois-moi, c'est un putain de travail de spécialiste. T'as intérêt à savoir ce que tu fais. Accessoires, ISO, changement de point, focus, saturation... C'est également lui qui s'occupe des combos. Viens. Il se déplaça sur le côté de la cellule, à l'extérieur, et me désigna une sorte de valisette avec un écran. Le retour. Je n'avais jamais eu l'occasion de le voir. Sur des prods gigantesques comme Eishi, tu peux avoir 3-4 retours, même plus si tu as des producteurs de passage, m'expliqua Sawyer. Ici, on est en itinérance, on a peu de moyens, on se contente donc d'un seul retour. J'observais l'image de la cellule sublimée par les éclairages et la caméra, et dire que d'ici quelques minutes, je serais dans cette petite boîte. L'assistant opérateur a un autre rôle, ajouta Sawyer. Un rôle très important. S'il se plante, ça peut avoir des conséquences gravissimes, mais genre apocalyptiques. Lequel ? M'inquiétai-je. Il sourit, ravi de son effet. Il est responsable des rushs. Et crois-moi, ça c'est une énorme responsabilité. S'il perd les rushs ou oublie de backup une carte mémoire après un tournage, il risque sa tête. Sur Eishi, ils ont carrément un data manager, une personne chargée de récupérer et sauvegarder le travail de la journée. Avec le coût d'une journée de tournage à Bray, t'imagines le préjudice d'une perte de carte mémoire, toi ? Inenvisageable pour le studio. Ah oui, j'imagine. Je n'avais bêtement pas réalisé. Pourtant, il était évident qu'il s'agissait de ce qu'il y avait de plus précieux en fin de journée sur un tournage. Ensuite, t'as le chef machinot, Saïd. Bon, aujourd'hui, il est pas là, mais habituellement, c'est lui qui gère tout l'aspect bricolage. Un rail de travelling à poser, une grue à monter, c'est lui qui fait. Il est également en charge du clap. Aujourd'hui, ce sera moi. Je suis toujours étonnée qu'on utilise un truc aussi simple que le clap de nos jours. On n'a pas moyen de faire quelque chose numériquement ? Sawyer sourit. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour synchroniser le son et l'image. Ça marche très bien, alors pourquoi changer ? D'ailleurs, on en arrive à Tony, le chef opérateur son. Il fit un signe en direction d'un homme dans la cinquantaine avec un casque sur les oreilles et une perche à la main. Bon, normalement, on a aussi un perchman, mais quand on n'a pas d'argent, ici, on cumule les postes. Lui, il va te réécouter autant de fois que tu fais ta scène, pour vérifier qu'il n'y a pas de vent, pas de parasitage sonore. Sur ce genre de tournage, la qualité du son est importante car on réenregistre pas systématiquement toutes les répliques, comme sur Eishi. Pas le temps, trop cher, faut que ce soit nickel.
Je n'avais pas pensé à tous ces détails, dis-je naïvement. Sawyer semblait tout heureux de me faire découvrir ces métiers qui le passionnaient. Il te manque encore le chef d'éco qui est parti avec Radia à la recherche d'une bouilloire et le pôle HMC que tu connais déjà. Oui, soupirai-je. HMC, habillage, maquillage, coiffure. Avec la tête qu'elle m'avait faite, je n'étais pas prête de l'oublier, celle-là. Tu vois, on est des grains de sable, s'amusa Sawyer. Des pièces de la mosaïque, des types avec des pinceaux. Mais tous ensemble, avec les monteurs, étalonneurs, mixeurs, opérateurs, bruiteurs qui agiront sur le produit fini, on fait un truc génial. Un film. On raconte une histoire, on touche des gens, on les fait réfléchir, on les divertit, on bouscule leur vie. On change le monde, Daphné. Il affichait un sourire radieux. De tous les passionnés de cinéma que j'avais pu rencontrer, Sawyer était celui qui m'émouvait le plus. Parce qu'il était sincère, habité, amoureux du 7e art. Et j'avais envie de lui ressembler, de penser comme lui. J'étais cette petite pièce ridicule qui devait se conformer aux instructions de l'artiste pour briller comme il le fallait au milieu des autres. Pour faire bouger les choses, pour embellir le monde et exister. J'avais capté le message, même s'il ne me rassurait pas sur mes capacités. Tout seul, on n'est rien, Daphné, insista Sawyer, les larmes aux yeux, dévoré par sa passion. Et en travaillant tous ensemble, on devient des putains de légendes. Je l'observai un instant, le sourire aux lèvres, fascinée et admirative. Promets-moi que le jour où tu réalises ton premier film, à la minute, non, que dis-je, à la seconde où tu signes avec la boîte de prod, tu m'appelles pour jouer dedans. Il baissa le nez avec un rire gêné. J'étais sérieuse. Je rêvais de tourner sous la direction d'une personne aussi envoûtée et envoûtante. C'est promis, princesse Daphné. C'est promis. Allez, va te faire rafistoler ton maquillage. On va plus tarder. C'est donc avec un regain d'espoir que j'abandonnais Sawyer pour retrouver la maquilleuse revêche. Peut-être qu'après tout, je pouvais me contenter de changer le monde en étant une gentille actrice disciplinée. Peut-être. Une fois passée au maquillage, je regagnais la cellule. Les plans de la journée étaient plutôt simples et allaient bien avec mon humeur du moment. C'était le jour de la sortie de prison de Léa, au début du film, et Anne voulait montrer aux spectateurs le quotidien des détenus. Je devais quitter mon lit, boire un café, puis me brosser les dents, tout ça sans un mot. Inspirée par ma rencontre avec Marine et Kim, je considérais que, sur cette scène, Léa était déjà libre dans sa tête, obsédée par l'idée de rejoindre l'amour de sa vie, qui ne donnait plus de nouvelles depuis 6 mois. Je n'avais pas partagé mes réflexions avec Anne. Je n'osais plus, mais j'avais vraisemblablement bien compris. Ce fut exactement les directives qu'elle me fournit. Pourtant, très bêtement, ces indications qui allaient dans le même sens que moi me piquèrent douloureusement. Plus j'avançais dans le tournage, et plus j'avais du mal à encaisser les remarques. Alors que ces banales « tiens-toi droite, fais-le plus, affligé, pas trop vite, Daphné !» ne m'auraient rien fait sur Eishi, là, je les prenais comme des insultes. Un simple « pose la tasse à droite de la bouilloire » me donna envie de tout envoyer valser. Après 2 heures de plan en cellule, l'équipe décida de passer à l'intérieur de la prison, dans le grand couloir central. Une scène simple où je devais passer avec mes affaires pour sortir. C'était à ce moment-là que Marie, l'actrice qui interprétait une matonne, devait me lancer un cinglant « Tu reviendras, ma grande, tu reviendras », auquel je répondais par un rictus moqueur. Pour ajouter du réalisme à la scène, on avait fait appel à quelques figurantes choisies parmi les détenus. Elles étaient 4 et semblaient un peu excitées à la vue du matériel et des équipes. Et du personnel masculin aussi, mais les gardiennes nous avaient prévenus. Dès qu'un homme franchissait les portes de l'établissement, c'était l'euphorie autour de lui. Le prof de sport était, nous avait-elle dit, régulièrement la cible de tentatives de séduction à coups de string qui dépassaient d'un pantalon ou de seins qui s'échappaient d'une brassière. J'étais debout au milieu du couloir, 2 sacs plastiques de supermarché contenant les affaires de Léa à mes pieds. La maquilleuse s'affairait sur moi. « Ah, mais arrête de bouger !» gronda cette dernière. Je n'avais pas bougé d'un pouce, mais soit. « C'est du fond de teint MAC ?» demanda une des détenues, une très jolie jeune femme coiffée et maquillée avec soin. Difficile d'imaginer que cette charmante poupée avait fait une bêtise suffisamment grosse pour se retrouver privée de sa liberté. La maquilleuse ne daigna même pas lui jeter un regard, concentré sur mon visage comme si celui-ci avait été une œuvre d'art. La jeune détenue s'approcha pour pouvoir voir la marque gravée sur le poudrier. « Oui,
Oui, c'est ça, c'est du MAC. Oh là là, j'adore la teinte. Vous allez la sortir avec un gloss? La maquilleuse continua d'ignorer la fille qui ne parut pas du tout froissée par cette réaction. Elle semblait habituée au mépris. Je pensais pas qu'on maquillait autant un acteur pour un rôle tout simple. Ça va? Ça te dérange pas pour jouer? Me demanda-t-elle naïvement. Je n'eus pas le temps d'ouvrir la bouche que la maquilleuse intervint. Bon, écoute, t'es gentil, mais on bosse là. Retourne avec Radia et Sawyer, s'il te plaît. Ils vont t'expliquer ce que tu dois faire. Ce ton autoritaire, cet air hautain. Je ne la portais déjà pas dans mon cœur, mais là... Ah, désolée, je suis juste curieuse, se défendit la fille avec un adorable sourire. C'est la première fois que je vois un tournage de cinéma, alors forcément... Tu t'appelles comment? Daphné Dulcet, répondis-je. T'as fait des trucs connus? La maquilleuse fit vivement claquer son poudrier avant de s'éloigner pour ranger son matériel. Je souris à la jeune curieuse. C'est mon premier film en France, mais je tourne dans Aishi, une saga américaine inspirée d'un livre irlandais. Ah, je connais pas. C'est parce que t'as pas de culture, Sandy, se moqua une des autres détenues qui en profita pour nous rejoindre. Il s'agissait d'une brune très baraquée aussi grande que moi. Ouais, désolée, je suis un peu bête, se justifia Sandy, la fan de maquillage. Oh non, il faut pas dire ça, m'empressai-je de la défendre. Si tu t'intéressais à autre chose qu'au fond de teint et au rouge à lèvres aussi. Fais pas ta maline, Mallory, intervint la plus âgée des 4 figurantes. T'es loin d'être le couteau le plus affûté du tiroir. Mima, s'écria Mallory en se tournant en direction de la petite femme aux cheveux gris foncés qui ressemblait à une mamie de conte pour enfants. T'exagères, je suis quand même un niveau au-dessus de Sandy. Cette dernière riait, indifférente aux humiliations. Cette attitude était très perturbante. C'était comme si le rôle de la conne de service lui plaisait. La plus âgée nous rejoignit à son tour. « Laisse-la tranquille. De toute façon, à partir du moment où on se retrouve ici, on est forcément stupide. »« Mais... » tenta de protester Mallory. « Y a pas de mais. T'es ici, c'est qu'à un moment, t'as mal choisi et t'as fait de la merde. C'est tout. Personne peut se moquer de l'intelligence d'une autre ici. »« Arrête, Mima. » l'interrompit la dernière des 4 détenues, une trentaine aux cheveux courts et aux bras colorés d'impressionnants tatouages. Il y a aussi des filles qui sont là à cause des poucaves. Si tu t'es fait balancer par quelqu'un, c'est qu'à un moment, t'as mal placé ta confiance en choisissant la mauvaise personne. La rembarra la doyenne du groupe. Tu dis ça, mais toi, t'es là depuis longtemps, répliqua la trentenaire tatouée avec un sourire moqueur. Donc toi aussi, t'as merdé. Et j'ai jamais dit que je valais mieux que les autres. Je vais même te dire, si c'était à refaire, je changerais rien. Juste la trajectoire de la balle. Quitte à crever en tôle, je préférerais savoir qui croupit au fond d'un trou sous une dalle en béton plutôt que dans un fauteuil roulant. Mallory pouffa. C'est pas avec ce genre de discours que t'obtiendras une LC. Je les observais. Leur langage, leurs attitudes envers les unes les autres, la hiérarchie implicite, leur code. C'est quoi une LC? Demandai-je à Mallory. Une libération conditionnelle. La plus âgée, Mima, rit. Je m'en fous de la libération conditionnelle, j'attends plus après. Bah t'es bien la seule, hein, soupira la fille au tatouage. Mais c'est normal, vous êtes jeune, t'avez encore des trucs qui vous attendent dehors. Moi, y a personne, il m'a tout pris, et j'ai même pas réussi à tout lui prendre. Je me mordis la lèvre pour m'empêcher de poser la question. Les chefs nous avaient mis en garde lors de notre première visite. Ici, on ne parlait que d'avenir, pas du passé. Vous êtes là pour longtemps ? Osai-je timidement demander. Les 4 filles échangèrent des regards gênés. Je sentais qu'elles avaient envie de parler. « Allez-y les filles, vous pouvez lui dire, c'est important qu'elle en parle dans son film !» les invita à se livrer Mima. « Bah commence toi !» répliqua Mallory qui piétinait nerveusement d'un pied sur l'autre. Mima se tourna d'un quart pour me faire face et plongea comme elle le pouvait, elle était beaucoup plus petite que moi, son regard dans le mien. « Moi, je me suis vengée !» annonça-t-elle sans honte. « Il m'a fallu 20 ans pour trouver le courage de le faire. 20 ans à me faire humilier tous les jours, parce que je croyais que c'était comme ça qu'un homme traitait une femme. Un jour, j'ai voulu que ça s'arrête. Je lui ai fait payer, parce que la justice l'aurait jamais fait. C'est tout. » Sa main tremblante s'empara du crucifix qui pendait autour de son cou. Les autres filles regardaient leurs pieds, honteuses. « De toute façon, t'as rien dans ce monde si tu fais pas toi-même, » conclut Mima. La trentenaire soupira. « Ça, t'as bien raison, va. Il faut compter sur personne, et surtout pas sur les hommes. » Tout acquiescèrent en affichant des sourires amers.
Perso, j'avais besoin de payer les factures, continua-t-elle. J'étais au RSA, 2 gamins. J'ai pas pu faire d'études parce que je suis tombée enceinte quand j'avais 15 ans et que mes parents m'ont foutu dehors. Les 2 pères étaient des lâches et ont jamais rien assumé. Alors quand on est venu me proposer une solution rapide et facile pour offrir du bonheur à mes gosses, j'ai pas hésité. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, mes fils, ils sont dans une famille d'accueil. Elle s'arrêta pour essuyer une larme qui avait glissé le long de sa joue. « Tu peux les voir un peu quand même ?» demandai-je, peinée par la souffrance de cette mère. Elle hocha la tête. « J'ai des nouvelles et ils viennent me voir une fois par semaine. J'ai profité de la prison pour faire une petite formation en secrétariat. C'est pas grand-chose, mais j'espère que ça m'aidera quand je sortirai. Tout ce que je veux, c'est tourner la page. » Mallory posa une main réconfortante sur son épaule. « Allez, tu sors bientôt ?»« Ouais, j'ai hâte, » répondit la maman en retrouvant le sourire. Il y eut un silence. Mallory et Sandy échangèrent un regard. « Vas-y, toi !»« Ah non, toi la première !» insista Mallory, rieuse. « Non, les plus intelligentes d'abord !» Mallory soupira. « T'es pas obligée, tu sais, » la rassurai-je. « Je suis juste curieuse de vous connaître, mais en réalité, ça me regarde pas. »« Non, mais t'inquiète, c'est juste que moi, j'ai pas d'excuses. Mes parents sont des gens bien, gentils, ils m'ont bien élevée, j'ai été dans de bonnes écoles, j'allais au ski en hiver et à la plage en été. Ils ont tout fait pour moi. Mais je m'ennuyais. Je sais pas expliquer pourquoi ou comment, mais j'avais besoin de prendre des risques. Comme je me faisais pas choper, j'allais de plus en plus loin, et je voyais le fric qui s'amassait. Je savais qu'il fallait que j'arrête parce que ça finirait par se voir, mais c'était plus fort que moi. Et ça a pas loupé. Un matin, les flics ont défoncé la porte de mon appart. « Elle est en préventive !» me précisa Mima. « Mais ça va, ses parents ont de l'argent, ils lui ont payé un bon baveur, elle va s'en sortir avec le minimum. » « J'espère, » souffla Mallory, qui semblait beaucoup moins convaincue que Mima par l'issue de son procès. Il y eut un nouveau silence. Les regards se posèrent sur Sandy. « Allez, Sandy !» Celle-ci rougit en se plaquant les 2 mains sur les joues. Elle était toute mignonne. « Tu veux que je lui explique ?» demanda Mallory avec un sourire moqueur. « Non, enfin, si, non, attends. »« Bah, décide-toi, là !» l'asticota Mima. « Non, vas-y, dis-lui !» dit Sandy pour se débarrasser du problème. Mallory planta ses yeux dans les miens. « Sandy est là parce qu'elle vidait les bourses des vieux bonhommes, dans les 2 sens du terme. » Je clignai 2 fois des yeux. « Ah, donc tu... Ok, je vois. » Cette adorable jeune femme usait de ses charmes pour détrousser des messieurs en mal d'amour. Les autres figurantes gloussèrent. Sandy jouait les timides, mais elle ne semblait en réalité pas gêner le moins du monde à évoquer ses activités. Il s'agissait définitivement d'un personnage très étrange, et je la soupçonnais d'être bien plus intelligente que ce qu'elle voulait faire croire. « J'ai rien demandé, moi !» se défendit-elle. « Un jour, un vieux type me propose 500 balles pour passer du bon temps avec lui. Ça a été un déclic. Il m'a largement mieux traité cette nuit-là que mon copain de l'époque. »« Franchement, Sandy, t'es belle comme un cœur. Tu devrais tenter ta chance dans le cinéma, comme Daphné !» la gronda Mima. Sandy fit la grimace. « Ouais, je suis trop bête. Je fais avec ce que j'ai. Et il se trouve que ce que j'ai, c'est un joli petit cul. »« T'es surtout une grosse feignasse, oui, » fit remarquer la trentenaire en riant. Sandy leva le nez avec un adorable air boudeur. « Non, souvent pour le sexe, c'est moi qui fais tout. » Impossible de ne pas rire devant une telle candeur. « Pitié, Sandy, cultive-toi, je sais pas, regarde un peu la télé ou achète des livres au lieu de claquer ton fric en Vuitton et Chanel. »« Mais pas le Kama Sutra, hein !» ajouta la trentenaire. Nous rîmes toutes les 5 avant de nous taire progressivement. Elle s'était confessée. C'était à moi de parler. « Je vous remercie de vous être confiée ainsi, je suis admirative, » avouai-je en toute sincérité. « Oui, vous avez commis des erreurs, mais je vous trouve forte, toutes sans exception. D'assumer ce que vous avez fait, d'assumer les regrets, d'être là, debout, à sourire et échanger avec moi, c'est... J'ai beaucoup appris auprès des détenus et des gardiennes, et je pense que je comprends de mieux en mieux ce qu'a pu vivre mon personnage. » Mes mots, un peu simples et maladroits, ceux d'une gamine de 21 ans sans recul sur la vie, semblèrent les toucher. « Franchement, je sais pas pour les autres, mais ça fait du bien de discuter avec toi, » dit Mima. « T'écoutes, tu voulais savoir, t'as demandé parce que ça t'intéressait. T'es pas une faux cul comme l'autre vieille peau, là. » Elle fit un signe de tête en direction d'Anne. « Ça fait du bien de pouvoir partager notre expérience, » reconnut la trentenaire.
C'est important de montrer ce que c'est que la prison, la vraie, pas celle du cinoche américain avec les combis oranges et les menottes aux pieds. C'est vrai, approuva Mallory. Faut pas fantasmer la prison, mais faut pas non plus l'enjoliver. Le message qu'il faut faire passer, c'est « t'en sortiras pas comme t'es entré ». Ouais, puis franchement, au-dessus de 5 ans, la prison, ça sert plus à rien. Faut le dire dans ton film, ça. Faut le montrer à la société. Mordonna Mima. Je veux dire, 5 ans enfermé, t'as compris que t'avais fait une connerie. C'est pas la peine d'insister. Il y avait une immense fatigue au fond de ses yeux chocolat. Elle tenait bon, jouait les mamas pour toute la bande, mais en réalité, elle n'en pouvait plus d'être privée de sa liberté. Et à ce moment-là, je me sentais terriblement honteuse. Je déprimais avec mes problèmes de petite star capricieuse quand certaines se battaient juste pour avoir le droit de reprendre une vie normale. J'étais la lie de l'humanité. Je forçais un sourire. J'essaierai de faire passer le message, promis-je sans trop y croire. Je n'avais aucun pouvoir décisionnel sur le film ou le scénario. Je n'osais plus proposer quoi que ce soit. Peu de chance que je parvienne à transmettre un tel message. Cet échange me perturba pour le reste de la journée. Je fus filmé plusieurs fois avec mes sacs en plastique, en train de traverser la prison d'un pas lent, sous le regard de la bande de filles qui jouèrent patiemment le jeu. Après une dizaine de prises, l'équipe passa à la scène suivante, celle avec la gardienne qui m'interpellait avant ma sortie définitive. Je n'eus même pas le temps de rééchanger avec les filles ou de leur dire simplement au revoir. À peine la scène terminée, on les renvoya dans leur cellule. Il était 19h lorsque je quittais l'établissement pénitentiaire pour rejoindre mon hôtel dans une voiture commandée par Radia. Je savais désormais à qui rendre hommage pour ce petit miracle. J'étais épuisée, mais il ne s'agissait pas d'une fatigue physique. Toute la journée, j'avais essayé de coller à la vision du film de Sawyer, cette grande toile dont je ne serais qu'un des pigments de couleur. Mais je n'y arrivais pas complètement. On me demandait d'être un pigment bleu quand, au fond, je pensais devoir être un pigment violet ou vert. Et en même temps, comment me plaindre de mon triste sort quand je discutais avec ces femmes dont une partie de la vie avait été bousillée? Je regagnai ma chambre, puis m'assis sur mon lit après m'être débarrassé de ma veste. Je récupérai mon téléphone portable et hésitai un instant, le doigt sur « Papa ». Je restai 20 bonnes secondes ainsi, mon téléphone au creux de la main, indécise, avant d'abandonner l'appareil sur ma table de nuit. Je me laissai tomber en arrière sur mon lit, épuisée. Je fermai les yeux, recroquevillée sur moi-même, décidée à me reposer en attendant l'appel de Wen. Un appel qui viendrait tard, mais qui viendrait. Je pouvais lui faire confiance. Je me sentais très seule ce soir, et j'avais besoin qu'on m'aime.